effectivement à faire face à la forte demande. Alors, monsieur Thiam, également, votre avis, est-ce que la stratégie adoptée a été à la hauteur de l'attaque? Bon, il faut relativiser tout cela. Il vient de parler des problèmes d'oxygène que le Sénégal a connus, les problèmes de capacité de lit que le Sénégal également a connus. Effectivement, parce que la pandémie non seulement a éprouvé le Sénégal, mais aussi a éprouvé même les systèmes les plus solides au monde. Parce que compte tenu, disons, du rythme de contamination, donc qui est très très élevé, mais aussi du fait aussi qu'en dehors de ces malades atteints de Covid, il y avait aussi d'autres malades aussi à gérer dans nos structures. Et aussi, on le répète assez souvent, parce que notre pays n'était pas du tout préparé à cela, parce que les CTE, les centres dont on parle, en tout cas les centres de traitement, devaient être donc des endroits où on traitait non seulement ces catégories de malades, mais aussi en cas de catastrophe, faire face à cela. Donc nous pensons que les hôpitaux donc, ont été plus ou moins privés, disons, de beaucoup de lits, parce que la Covid était, disons, la priorité. Et ce faisant aussi, il y a des malades chroniques qui devaient donc pouvoir disposer de soins qui n'en ont pas disposé du tout. Et aussi des malades atteints de Covid aussi qui ne pouvaient pas accéder à l'hôpital, qui devaient être traités soit à domicile ou ailleurs, avec donc des résultats plus ou moins en dents de scie. En tout cas, globalement, donc, on s'en est plus ou moins sorti, mais avec aussi des fortunes diverses. Parce que ce qui s'est passé peut-être à Dantec n'est pas ce qui s'est passé peut-être à Dalal Jamm ou ailleurs. Mais bon an, mal an, par rapport aux situations, le système a voulu donc se réadapter, s'ajuster pour créer une certaine résilience. Mais la menace est encore là. Alors qu'est-ce qui a fait que la deuxième vague ou la troisième vague a été très coriace? Est-ce qu'il n'y a pas eu entre les deux vagues un relâchement, aussi bien du côté des autorités que du côté de la population? Effectivement, il y a eu un relâchement. D'ailleurs, on avait même déclaré que ce relâchement était presque coupable parce qu'on ne comprenait pas qu'après avoir réussi en fait certaines prouesses, qu'on puisse en un seul jour, en toute connaissance de cause, parce qu'on savait effectivement que la maladie était là, et que si on adoptait les mesures barrières de manière stricte, on pouvait nous en sortir, mais on a tout relâché, les mesures barrières et tout. Dans les établissements, vous ne voyez plus, disons, ce dispositif de lavage de mains. Les masques sont tombés. Et, bon, enfin, au niveau du transport public, là où on était en train d'espacer les voyageurs, là où tout cela est tombé, et finalement, on s'est retrouvé à la case départ. Donc, les causes étant là, donc les mêmes causes produisant les mêmes effets, on a eu ce résultat-là. Donc, il y a eu cette deuxième vague qui a été donc très, très rude. Et en ce moment aussi, il y avait les consommables qui commençaient à manquer, ça et là. Même les masques par endroits, ça manquait. Et parce que si le personnel avait droit aussi à cette protection, et nous avons vu effectivement que c'était une situation très très difficile avec cette deuxième vague. Alors, monsieur Liman Fall, vous êtes le président du collectif des agents des CTE. Vous avez été au contact des malades 24 heures sur 24. Alors, dites-nous un peu, quel a été votre souvenir le plus strident? Bon, je dirais plutôt des souvenirs, parce qu'il n'y en a pas un, je crois. Oui. Mais comme j'ai dit à beaucoup de mes amis, ce qui a été le plus marquant, c'est quand on est arrivé à la troisième vague et qu'on a vu des jeunes comme nous, qui avaient un avenir vraiment radieux, des jeunes qu'on a vu succomber. Mais le plus choquant dans l'exercice de notre fonction, c'était la recherche permanente de ces individus qui n'arrivaient pas à trouver des lits quand la troisième vague était extrêmement intense. Nous avons vu des pères et des mères de famille, nous avons vu des gens comme nous qui demandaient des places pour leur maman et leur papa et qui malheureusement ont finalement succombé parce que tout simplement il y avait un défaut de place ou même si place il y en avait, il y avait au moins, comme on vient de dire, il y avait tout ce dispositif qui manquait ça et là. Donc je crois que ce qui a été le plus troublant, c'est cela, l'aspect psychologique en tant qu'agent, donc ce que nous avons vécu psychologiquement, mais moralement, physiquement, donc cet épuisement que nous avons observé, surtout lors de la troisième vague, je crois que c'est ça qui a été le plus déterminant dans la Beaucoup parmi vous également ont été infectés. C'est ça, effectivement, donc beaucoup parmi nous, et il y en a même qui ont perdu la vie, donc comme l'a dit le docteur, nous profitons de cette occasion-là pour rendre hommage à ces individus-là et à ces agents du moins, et nous attendons de la part de l'État aussi un hommage national comme certains des pays de la sous-région l'ont fait. Je crois que c'est ça qui serait le plus commode pour ces vaillants soldats qui ont eu de tort que de sacrifier un peu de leur vie pour sauver la nation de façon générale.
Alors, Dr Ly, je reviens à vous. La pyramide de santé a été quelque part mal comprise par la population. On voyait certains, avec leurs malades, courir d'hôpital en hôpital et on leur disait qu'il n'y avait pas de lit. Ces gens ne comprenaient pas pourquoi, avec des malades entre les mains, on n'arrivait pas à les prendre. Oui, c'est exact. Comme je disais tantôt, c'est vrai que la troisième vague avec le Delta a été très, très intense, a été très, très difficile à gérer. Et il a fallu que le ministère s'emploie très rapidement, effectivement, faire face à cet afflux important de patients. Et donc, très rapidement, le ministère a essayé de renforcer très rapidement au niveau des différents CTE les capacités en lit qui étaient disponibles. Mais pas seulement cela, même les centres de santé sont entrés un peu dans la danse. Et c'est ainsi qu'effectivement, au niveau de certaines régions, pratiquement l'ensemble des régions, on a mis ce qu'on appelle des zones tampons. Alors, les zones tampons, c'était justement des sortes de mini-CTE qu'on a mis au niveau des centres de santé, qui permettait de pouvoir quand même prendre en charge le plus rapidement possible certains patients qui devaient bénéficier de prise en charge précoce, qui ne pouvaient pas rester dans les maisons. Donc ça, c'était la deuxième stratégie. La dernière stratégie, c'était la prise en charge à domicile. Donc le ministère a essayé de jouer sur plusieurs piliers, sur plusieurs leviers. Depuis la prise en charge à domicile, bien structurée, bien organisée autour de procédures opérationnelles normalisées. Et quand ce n'était pas possible, on a mis en place aussi ces zones tampons au niveau des centres de santé. Et maintenant, bien entendu, le dernier recours devant être l'hôpital. Ça a été difficile, ça il ne faut pas se cacher. Et je comprends très bien les réactions des collègues qui ont été au niveau des CTE parce qu'effectivement, ils ont fait face à un afflux important. Et des fois, effectivement, il a été difficile de voir certains patients qui avaient un peu de retard dans la régulation pour permettre à ces patients d'arriver au niveau donc, de l'endroit où ils devaient être pris en charge. Mais disons, tout ce dispositif-là s'est mis en marche très rapidement. Et avec l'appui du SAMU national, l'appui de l'engagement de l'ensemble des districts sanitaires, l'ensemble des régions médicales et l'ensemble aussi des acteurs au niveau central, les gens se sont mis dessus pour essayer justement ce gap-là rapidement d'essayer de le compenser. Parce que c'est ça aussi, ces événements sanitaires exceptionnels, quand ça vient, souvent, ça déséquilibre le système qui était là en place. Et il faut que le système ait le temps justement très rapidement de s'adapter pour faire face et à combler le gap. Alors nous restons sur cette pandémie avec l'autre aspect que constitue la vaccination, une campagne de vaccination qui a été lancée au mois de février et qui s'est heurtée aux anti-vaccins, ces anti-vaccins qui ont d'ailleurs réussi à la plomber quelque part. À ce jour, 1 346 771 personnes ont été vaccinées alors que les vaccins ne manquent pas au Sénégal. Aïcha Niga. 2021 a coïncidé avec la pandémie à Covid-19. À l'instar de beaucoup de pays, le Sénégal s'est inscrit dans une dynamique de lutter contre le coronavirus avec l'utilisation de vaccins. Le 23 février 2021, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a été la première personne à se faire vacciner, donnant ainsi le coup d'envoi de la campagne de vaccination contre la pandémie. La priorité a été donnée aux professionnels de la santé engagés dans la lutte et les personnes âgées de plus de 60 ans ou vivant